Le point suivant à l'ordre du jour concerne le rapport sur les orientations budgétaires 2019. Alors c'est évidemment toujours un moment un peu fort et dans le destin d'une collectivité que de décider de l'affectation de ses recettes, de la manière dont elle va gérer ses propres dépenses. Et je rassure ici tout le monde, ça n'est pas le dernier budget que nous présentons, puisque le budget 2020 sera également voté par ce conseil municipal, sauf accident majeur que personne ne souhaite ici. Ça n'est donc pas le dernier budget examiné par ce conseil, c'est l'avant-dernier. En revanche, c'est le dernier budget qu'à coup sûr, quoi qu'il arrive, cette municipalité aura à exécuter. Et donc, la tentation aurait pu être grande en construisant ce budget de vouloir marquer une rupture gouvernée ou aiguillonnée par des intérêts ou des préoccupations plus ou moins honorables liées à la proximité des échéances électorales. Ça n'est pas le choix que nous avons fait. Et pour l'essentiel, le budget qui vous est présenté aujourd'hui est un budget qui est fidèle, ce mot est important, aux orientations qui se sont dégagées de l'analyse rigoureuse que nous avons conduite de la situation de cette ville, à la fois avec d'autres groupes à l'époque et avec d'autres listes, à la fois avant l'élection et depuis l'élection, puisque évidemment au constat que nous formulions avant et au projet que nous formulions avant l'élection des 23 et 30 mars 2014, se sont ajoutés les constats que nous avons formulés en début de mandature, et chacun se souvient ici de la série de révélations complexes, pour ne pas dire dramatiques, sur l'état des finances de la ville, qui sont advenues notamment lors des conseils municipaux de septembre et d'octobre 2014. Eh bien, ce budget, donc, que nous vous proposerons le 17 décembre, est un budget, je le disais, de constance. C'est un budget qui marque la constance de cette municipalité, de la volonté de la ville. D'abord, sur le plan financier, d'avancer vers une situation plus saine. D'abord parce qu'il y va de l'avenir de notre territoire. Il ne s'agit pas ici d'obérer la capacité à agir de ceux qui viendront après nous, quels qu'ils soient, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. C'est le premier point. Je rappelle d'ailleurs à cet égard que pour une grande part, la dette de Saint-Dié-des-Vosges est constituée d'endettements réalisés, en tout cas contractés de longue date, y compris parfois des emprunts qui datent d'avant le maire à qui nous avons succédé, et qui ont été étalés dans le temps lors de la mandature qui a précédé. Donc un objectif de rétablissement des comptes, et puis un objectif de sincérité budgétaire auquel on tenait beaucoup, et notamment pour ce qui nous concerne, cette volonté toujours de raisonner, notamment quand on raisonne sur l'endettement, tout budget confondu. Et c'est très important parce que pendant longtemps, un des reproches qui était formulé par les oppositions ici autour de la table du conseil municipal, c'était précisément celle d'avoir des budgets annexes qui dissimulaient une partie de cette dette. Et on pourrait dire des budgets annexes et des rapports annuels sur des sociétés d'économie mixte, puisque c'est évidemment à la CEF que je fais référence. Donc, du point de vue financier, le budget que nous aurons à vous proposer le 17 décembre, sera donc un budget qui sera marqué par la constance de nos objectifs dessinés dès l'année 2014, à savoir d'une part la stabilité des taux d'imposition. J'y insiste, la ville de Saint-Dié-des-Vosges ne fait pas partie des villes qui ont modulé leur taux d'imposition pour se couvrir ou se prémunir de la suppression progressive de la taxe d'habitation. Je le dis parce que un contribuable seulement nous a écrit, sans doute en ayant mal lu, en ayant fait des travaux lui-même qui augmentaient la surface de son logement, en pensant que c'était le cas. Eh bien non, ça n'est pas le cas. Saint-Dié-des-Vosges ne fait pas partie de ces municipalités. Donc nous avons tenu cet objectif de la stabilité fiscale, qui est celui que nous avions pris. J'irai même plus loin, on l'a souvent dit ici, la baisse de 5% notamment de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe d'habitation
ont décidé pour le budget 2014, qui représentait une perte de recettes d'un peu plus de 725 000 €, cette baisse, c'est cette majorité qui l'a assumée. Et donc la stabilité fiscale, elle sera de mise l'an prochain, encore en 2019, et je le dis ici, pour lever tout de suite toute ambiguïté, également en 2020, c'est le souhait que nous formulons. Il ne s'agit pas ici de tout à coup de consentir à des cadeaux fiscaux ou au contraire à se prémunir à l'égard des annonces de politique nationale qui pourraient intervenir de la part de la ville. Nous avons une trajectoire, nous nous y tenons et nous avons conscience que nous sommes dans une ville où à la fois le niveau de sollicitation fiscale et le niveau de la richesse moyenne des habitants sont aujourd'hui inversement élevés. Et donc il faut ici faire preuve de cette modération et en même temps de ce discours de sincérité qui est que pour conduire des politiques publiques, pour être ambitieux, il faut aussi avoir de quoi l'être. Et pour ne pas voir se défaire notre tissu social et les politiques de justice qui sont incarnées par l'action municipale, je pense au centre communal d'action sociale notamment, sur la solidarité et la justice, je pense à tous les services publics qui sont déployés dans la ville en faveur à la fois des plus modestes et des autres. Eh bien, pour ne pas voir se défaire tout cela, il faut malgré tout rester sur ce niveau d'engagement. Mon premier point, cette stabilité des principaux taux dans un contexte qui est marqué par une certaine incertitude. Il faudra attendre le projet de loi de finances rectificative de l'année prochaine, sans doute en mars, pour savoir exactement comment se passera concrètement la compensation. Les annonces du gouvernement à cet égard sont pour les 30% de baisse de la taxe d'habitation sur une grande partie des foyers. Les annonces du gouvernement sont plutôt rassurantes à cet égard, mais on préfère toujours voir plutôt qu'entendre, et donc on attendra de voir ce qu'il en est. Je dois dire que malgré tout, aujourd'hui, nous aurons à voter ce budget le 17 décembre, sans savoir exactement comment techniquement cette compensation se fera. Est-ce que ce sera le transfert d'une part de fiscalité venant d'une autre collectivité? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que, du coup, il faudra la compenser à cette collectivité? Et ce serait sans doute plus rassurant pour les communes que d'avoir une recette qui a été évolutive. Ou est-ce que ce sera au contraire une modulation de la dotation forfaitaire? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et je préférais la première solution pour tout dire. Ce serait pour l'autonomie fiscale des communes et pour leur capacité à mener des projets, sans doute la bonne solution. Donc, stabilité fiscale d'une part, une ambition en matière de désendettement qui sera forte dans le budget 2019, comme elle l'a été dans les budgets précédents. J'ai fait l'exercice de demander les rapports d'orientation budgétaire 2015, 2016, 2017, 2018, donc ceux qui ont été présentés par cette majorité et devant ce conseil municipal. Et ce qui est frappant, c'est encore une fois, cette constance des objectifs, cette constance de l'ambition aussi en matière de redressement financier. Toujours les mêmes objectifs, 2 millions d'euros chaque année d'emprunts supplémentaires pour financer les investissements, 1,6 million d'euros chaque année en net, c'est-à-dire y compris déduit cet emprunt de 2 millions d'euros, 1,6 million d'euros en net de désendettement chaque année. C'est l'objectif que nous nous étions donné pour la ville de Saint-Dié et il sera tenu. Je dois du reste observer, pour que chacun le sache, et ça se voit, y compris dans l'épargne nette attendue pour les années qui viennent, que la structure de nos prêts fait que le niveau des remboursements est en train de s'accélérer. Et que donc le désendettement va aller proportionnellement sur un tout petit peu plus vite. Et je dirais même qu'après ce qui arrivera en 2020, il va y avoir une accélération en 2022-2023, qu'on identifie bien dans les graphiques qui vous ont été présentés, de ce remboursement. Et donc ça affecte nécessairement nos recettes, mais ça redonne des perspectives aussi à cette ville et des capacités à avancer. Donc, une stabilité des taux, un objectif, encore une fois, marqué par la constance,
et la rigueur, une volonté de désendetter la ville qui passe, pour l'essentiel, par la réduction des charges de fonctionnement. J'aurais pu dire d'ailleurs que, je parlais tout à l'heure de la dette, que les déodaciens ne s'imaginent pas que la part de la dette qui est remboursée, c'est uniquement de la part sécurisée. Au contraire, quand on regarde la structure de notre dette, on se rend compte de la part très importante qui tiennent, majoritaire, qui tiennent les emprunts structurés, et on se rend compte aussi qu'on a un rythme de remboursement sur ces emprunts qui est même légèrement meilleur que sur les autres emprunts. C'est donc le signe que le niveau de risque, lui aussi, baisse, et c'est aussi une garantie pour l'avenir de cette ville sur le long terme. Quand on est maire, on ne doit pas seulement regarder le terme de son propre mandat, on doit aussi penser à ceux qui viendront en 2030 ou en 2040, parce que la structure de la dette fait qu'on retrouve parfois des emprunts jusque-là. Et on doit pouvoir engager cette ville durablement dans une stratégie à la fois rigoureuse et constante de désendettement. Sur les charges de fonctionnement et leur corollaire, ces recettes, nous anticipons une baisse des recettes, évidemment, parce qu'il y a un certain nombre de perspectives qui sont celles que j'ai déjà décrites. Globalement, vous l'avez vu pour cette année, mois pour mois, on est sur une baisse un peu moins forte qu'attendue. Je fais un constat à cet égard, c'est bien que les déodaciennes et déodaciens entendent aussi. La structure de nos recettes de fonctionnement a fortement varié ces dernières années, notamment pour ce qui regarde les dotations de l'État. On est passé d'une situation où en 2010-2011, la dotation forfaitaire était majoritaire dans ce que nous percevions au titre des dotations de l'État. Aujourd'hui, c'est la dotation de solidarité urbaine qui prend la plus grosse part. Elle n'est pas majoritaire, mais elle prend la plus grosse part. Et on a une structure de dotation qui est plus composite qu'autrefois, beaucoup moins majoritairement articulée autour de cette dotation forfaitaire. On peut s'attendre aussi, sauf à compensation par une recette fiscale, à ce que le niveau d'autonomie fiscale de la ville baisse légèrement l'an prochain. Je dis ça parce que c'est important comme clé de lecture aussi de l'évolution des recettes de fonctionnement. Donc, maîtrise des charges de fonctionnement. Bien sûr, le budget qui vous est présenté qui vous sera présenté, marquera une baisse de ces dépenses de fonctionnement en partie due au transfert l'an prochain des équipements du spectacle vivant, c'est-à-dire la nef et Sadoul, qui deviendront des équipements communautaires, mais pas seulement. Et c'est bien ici l'objectif, réussir à limiter, à faire baisser ces dépenses de fonctionnement, notamment avec une vigilance accrue sur la masse salariale. Nous sommes, malgré les hausses que nous avons subies de 2 fois 0,6% dues au gouvernement précédent, nous sommes sur une trajectoire qui reste au pire à l'équilibre et au mieux à la légère baisse, malgré ces hausses. Et donc c'est quelque chose de positif. Sur l'an prochain, nous devons poursuivre cette baisse des dépenses de personnel. Et elle n'est pas due, elle n'est pas facilitée par des départs en retraite qui arriveraient massivement. Pour la 3e année consécutive, vous avez dans ce rapport des graphiques très intéressants sur la pyramide des âges, plutôt, c'est pas vraiment organisé comme une pyramide telle que c'est présenté dans le document, mais vous avez une idée assez précise de l'âge moyen à 44 ans, mais aussi de la structure en termes d'âge des salariés de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, dont l'effectif global a baissé d'une vingtaine de personnes environ entre l'année dernière et cette année, pour être aujourd'hui se stabiliser à un peu moins de 450, autour de 441, 443, je crois. Donc, cette structure de pyramide des âges montre que, pour le moment, les départs en retraite ne sont pas massifs à la ville. Ils s'accéléreront, là aussi, un peu après 2020, 2022, 2023. On voit bien que cette période-là sera une période charnière, période très importante, dans laquelle il sera aussi, pas dire vital, mais important de maintenir un cap budgétaire de redressement. Je l'ai dit ici, notre œuvre ne sera pas achevée en 2020. Et quoi qu'il arrive,
la mandature suivante devra elle aussi être caractérisée par le sérieux budgétaire. Il ne faudra pas lâcher les chevaux en pensant qu'on peut le faire suite aux efforts qui ont été conduits par cette municipalité. Dans les pistes que nous identifions, en dehors de cela, il y a toujours cette réduction possible des frais d'acte et de contentieux, toujours cette passation possible de notre part d'accord avec la communauté d'agglomération de groupement de commandes et le centre communal d'action sociale pour réduire le coût des prestations que nous avons à acquitter. Ce sont des données donc, de sérieux budgétaire qui caractérisent ce budget. Je voudrais ici faire une toute petite parenthèse parce que, bien sûr, quand on s'engage sur des trajectoires comme celle-là, comme c'était le cas fin 2014, on doit pouvoir compter sur la motivation des équipes, leur solidarité. Et d'ailleurs, à travers ce message de constance, ce que nous disons, c'est que ce que nous avons proposé aux Déodaciennes et Déodaciens, comme le pacte majoritaire d'ailleurs qui liait les différents membres de la majorité, est toujours tenu aux mêmes constantes et aux mêmes données. Mais je me permets de remercier tout particulièrement pour la vigilance dans la trajectoire, l'adjoint délégué aux finances Jean-Paul Beson, dont la rigueur, l'attachement au bien public sont connus à Saint-Dié, et qui, je sais, prend cette question du redressement financier extrêmement à cœur depuis le début du mandat. Et je tiens à le remercier tout particulièrement parce que je sais que parfois certaines mauvaises nouvelles ont pu peser sur son moral, et je sais qu'encore aujourd'hui la situation financière de la ville souvent l'obère, et donc en votre nom à tous je le remercie, comme je remercie l'adjoint délégué au budget aussi, et l'ensemble des collègues d'avoir fait preuve de modération dans la construction de leur budget. Peut-être pouvons-nous et nous devons faire encore mieux pour le budget 2019 dans l'intérêt des Déodaciennes et Déodaciens. Merci aussi au service de la ville, au directeur des finances Yannick Poirot, au contrôleur de gestion Philippe Bruyère et à tous les services pour leurs efforts. Alors vous me direz, vous avez parlé de la trajectoire de désendettement, brièvement, on y reviendra sans doute dans le débat d'orientation budgétaire. Vous avez parlé de la trajectoire sur les charges de fonctionnement, en disant que la modération et que les chiffres de baisse que nous nous donnons sont exactement les mêmes que l'an dernier. Vous n'avez pas dit, j'aurais pu y insister, que de tout cela, vous vous êtes engagé avec l'État, formellement, lors d'une signature qui a eu lieu il y a quelques mois, et que ça n'est pas seulement le maire qui dira l'an prochain si les engagements ont été tenus, si la ville s'est engagée sur une trajectoire vertueuse, je prends l'adjectif cette fois-ci pour toute la majorité, en matière financière, c'est l'État qui le dira donc l'an prochain. Maintenant, de ces recettes, qu'allez-vous faire de cette structure financière? Qu'allez-vous faire et quel est votre projet, quelle est votre ambition pour la ville, sachant qu'une partie des politiques publiques qui concernent cette ville sont aujourd'hui, bien sûr, menées par l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. C'est toujours important à dire parce que cette intégration intercommunale, ça a été incontestablement, budget après budget, débat d'orientation budgétaire après débat d'orientation budgétaire, ça a été la grande marque de cette mandature, là où il n'y avait rien, avec une intercommunalité qui avait été créée à minima au 1er janvier 2014, dans lequel Mme Chrétien avait mis beaucoup de son énergie, et je n'en remercierai jamais assez, pour construire des bases solides, mais qui n'avait que 3 mois. Nous avons réussi à construire un ensemble territorial cohérent, qui n'est pas toujours facile au quotidien à faire fonctionner, mais qui va produire des effets de long terme sur notre ville comme sur l'ensemble du territoire. Eh bien, dans les politiques d'investissement, que constatons-nous? Là aussi, la constante se retrouve. Il ne s'agit pas de faire en fin de mandature des cadeaux à qui que ce soit. Il ne s'agit pas en fin de mandature à soigner telle clientèle plutôt qu'une autre. Et là aussi, le changement se marque, y compris sur les fins de mandat, et c'est à la fin qu'on juge aussi, comme le maçon en haut quand son mur est construit, qu'on juge l'œuvre collective.
Et donc vous avez vu peut-être, chers collègues, dans le document qui vous a été transmis, qu'une grande partie des investissements qui seront proposés au titre de l'année 2019 sont des phases dans un plan global, un dessin global de transformation de notre ville que nous avons défini ensemble. Il y aura la phase 3 du plan voirie pour l'amélioration du cadre de vie. Je rappelle que quand nous étions décidés ensemble, et je me souviens que l'opposition d'ailleurs à l'époque nous avait félicité de cette volonté de rénover la voirie à Saint-Dié-des-Vosges, qui en a bien besoin. Quand nous avions décidé ensemble de ce plan voirie 2017-2020, nous avions parlé d'1 million par an. Je rappelle que nous y avons consacré 1,5 million en 2018, et nous vous proposerons de rester sur cette trajectoire d'1,5 million en 2019, donc plus que ce qui avait été annoncé en 2017, parce que les besoins sont très importants en matière de voirie. Ce sera donc la phase 3 de ce dessin global, et je le dis ici, vous l'avez vu peut-être dans le document, je pense que nous n'aurons là aussi pas fini de rénover la voirie à la fin du mandat, c'est le cas de le dire, il suffit de réfléchir un tout petit peu pour retrouver des noms de rues qui mériteraient d'être refaites ou aménagées différemment. Et donc il faudra que, au moins jusqu'en 2030, une part significative du budget soit consacrée à la voirie communale. Dans ce programme d'investissement aussi, on retrouvera bien sûr le plan d'accessibilité. Et là, on sera sur la phase 1. Nous avions obtenu, vous le savez, des délais pour conduire ce plan d'accessibilité, pour rendre notre centre-ville, les commerces, mais pour ce qui nous concerne, les bâtiments publics accessibles. Donc ce sera la première phase avec un budget d'un peu plus de 200 000 €, je crois, consacré à l'accessibilité pour l'an prochain. Pour Action Cœur de Ville, on passera dans la phase opérationnelle. Jusqu'à présent, plusieurs projets ont été déjà menés à bien qui en participaient. Je pense au skatepark qui sera inauguré demain. Je pense bien sûr au jardin Simone Veil. Mais on passera sur la partie logement dans la phase opérationnelle, avec notamment l'aménagement du logement témoin, dont on a parlé tout à l'heure, et le lancement de l'OPH-RU, enfin, de l'étude pour lancer une opération de renouvellement urbain ambitieuse à l'échelle de Saint-Dié et amener les propriétaires à rénover leur logement en hyper-centre-ville pour développer la consommation de pieds d'immeubles, qui fait souvent défaut à notre centre-ville. Il ne faut pas seulement attendre que les gens arrivent au centre-ville en voiture, il faut aussi espérer qu'ils habitent dans le centre-ville pour qu'ils puissent y consommer de façon très évidente. On aura également à conduire, toujours dans le programme Action Cœur de Ville, une action de revalorisation du patrimoine reconstruction. C'est la suite de ce que nous avons annoncé l'autre jour avec l'achat de la maison Renoir, la volonté de la raser pour réaliser un aménagement qui permettra à la fois d'aménager une dépose minute plus confortable, mais aussi des points de vue sur l'immeuble Le Corbusier plus généreux. Nous allons reconquérir aussi des espaces urbains dégradés avec ce programme. Je rappelle que l'année prochaine sera l'année où la Caisse des dépôts et consignations va pouvoir lancer des études sur des espaces structurants du centre-ville et notamment sur la place du marché, et que donc à la fin de l'année prochaine, nous aurons vraisemblablement des propositions faites par cette étude, financée par la Caisse des dépôts, sur le réaménagement de cette place auquel les Déodaciennes et Déodaciens tiennent beaucoup. Dans les investissements également, de façon importante, le patrimoine, c'est une nécessité pour nous. Et comme ça a été annoncé, donc la première tranche des travaux sur l'église Saint-Martin, qui sera engagée pour l'an prochain pour un montant d'environ 400 000 €. Les écoles, toujours, avec la phase 3 du plan numérique. Le développement durable avec la phase 5 de la modernisation de l'éclairage public, et puis des aménagements urbains dans les quartiers politiques de la ville. Vous avez vu que nous avons fait figurer pour mémoire les aménagements de la gare. Je dis ici aux Déodaciennes et Déodaciens que des travaux d'envergure commenceront notamment sur la passerelle, avec une destruction d'une partie de cette passerelle qui sera maintenue sur la partie qui enjambe les voies jusqu'à la fin des travaux sur le pôle d'échange multimodal jusqu'à fin 2020 pour pouvoir envisager ensuite sa réhabilitation. Et des travaux de désamiantage qui vont commencer prochainement sur le pôle gare. Je l'ai mis pour mémoire parce qu'une grande partie de ces travaux sera portée, en tout cas au cours de l'année 2019,
par l'établissement public foncier de Lorraine. Et puis vous avez vu ce que nous vous proposerons vraisemblablement au moins en 2020 et plus si affinité, là aussi une constance dans l'action publique par rapport aux objectifs que nous avons définis, cette ambition de faire une ville qui soit une ville mieux gérée, une ville plus chaleureuse, plus agréable à vivre, plus solidaire, plus juste, et aussi une ville plus attractive en lien avec nos différents partenaires. Voilà quelques-uns des traits de ce budget. Je suis évidemment prêt à répondre à toutes les questions qui pourront se poser sur ces orientations budgétaires, sachant qu'on rentrera, comme chaque fois, beaucoup plus dans le dur lors du vote du budget le 17 décembre dernier, mais je crois que l'architecture du budget a été déjà pour une partie livrée dans ce que je viens de vous dire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ?